toutes et à tous. J'espère que vous allez bien malgré la situation actuelle, le Covid, le confinement et tout ce qui se passe en ce moment. Comme mentionné lors de notre kick-off, nous voulions en fait partager avec la communauté des expériences et des expertises agiles. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, l'immense honneur d'avoir Julien Fontenot avec nous. Bonjour Julien, comment vas-tu? Super, très bien, merci de tous ces honneurs-là, que je ne mérite pas, clairement, mais merci. Voyons. Trop d'humilité tu. Bon. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la systémique et des sciences cognitives et leur lien avec l'agilité. Donc, avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux un peu nous présenter un peu ton parcours, Julien? Oui, alors, moi, je suis de formation ingénieur à la base, donc j'ai été développeur, chef de projet, directeur de projet, consultant sur des gros programmes de transformation digitale de manière générale. Depuis, ça fait une vingtaine d'années, et je suis consultant, coach, freelance depuis 10 ans maintenant. Et donc, j'accompagne les entreprises dans les transformations agiles, digitales, de manière assez générale. Et je fais aussi du coaching perso, de la facilitation, conférences, j'écris aussi pas mal. Et je fais de l'accompagnement aussi sportif de haut niveau, de start-up. Et je me base en fait sur les sciences cognitives, donc l'étude finalement du fonctionnement du cerveau et de la pensée humaine, et également sur la systémique, qui sont des outils qui nous viennent de l'école de Palo Alto et qui sont à la base des outils de thérapie familiale qu'on arrive à utiliser en entreprise également, et qui se basent plus sur les interactions entre les gens et les systèmes humains. Alors, j'ai bien noté que tu venais d'un environnement qui était plutôt IT, comme moi. Mais comment tu t'es finalement retrouvé dans la systémique, dans les sciences cognitives? Parce que c'est pas vraiment des mondes, moi étant dans l'IT, c'est pas vraiment des mondes qu'on croise souvent. En fait, finalement, comment tu t'es retrouvé là-dedans? Alors la systémique, ça a été toute une étude que j'ai menée moi personnellement, de travail de recherche sur le changement. Comment provoquer le changement, comment accompagner le changement de manière efficace, parce que on observait souvent en termes de coaching agile ou coaching agile à l'échelle pas mal de résistance au changement, et voilà. Donc ça m'intéressait de travailler là-dessus. Les sciences cognitives, c'est une passion en fait que j'ai depuis 20 ans. J'avais moi-même un projet de start-up à un moment donné qui travaillait sur le cerveau, et donc j'ai toujours été passionné par le fonctionnement du cerveau, psychologie, toutes sortes de techniques qui permettent de sciences qui permettent de comprendre en fait le cerveau, les neurosciences en particulier. Et je me suis moi-même formé sur l'approche neurocognitive et comportementale, qui est certifiée par l'Institut neurocognitivisme et qui permet d'avoir des outils pour travailler avec les gens en se basant sur des connaissances scientifiques sur le cerveau. Alors, tu as parlé d'un truc qui me parle très fortement. Tu as parlé du changement, et la résistance au changement c'est le sujet, la plus grosse bataille que peuvent avoir tous les coachs agiles ou les Scrum Masters, etc. Vraiment bouger l'écosystème, c'est vraiment un problème très profond et très présent. Comment est-ce que finalement ça peut être adressé dans ton cas? Alors, ça peut être adressé par pas mal d'angles, notamment d'un point de vue systémique. On va déjà, il y a pas mal de techniques en fait par rapport à ça. D'un point de vue systémique, on considère les personnes qui sont dans un système et que leur comportement dépend beaucoup du système dans lequel ils sont. Et donc, on va essayer d'éviter parfois de dire que la personne en elle-même, elle résiste par mauvaise volonté ou volontairement, mais qu'au contraire, elle peut être dans un système qui provoque ça. Donc, on peut réfléchir à travailler sur le système dans lequel il est et quelle place il a dans le système. On a des biais cognitifs qui sont propres à la résistance au changement, il y en a pas mal. Et donc, sur le travail, en fait, les sciences cognitives nous permettent de comprendre l'être humain fonctionne avec différents modes de pensée, modes mentaux, et il y en a certains qui sont plus propices aux automatismes et d'autres à l'adaptation, au changement. Et donc, il y a des clés, il y a des techniques pour pouvoir amener les gens à
basculer dans ce mode mental-là, adaptatif, qu'on appelle. Et voilà, donc ça, plus pas mal d'autres techniques, pas mal d'outils. Alors, dans la résistance au changement, on va dire, du moins, dans une transformation en général, tu évoquais, on n'allait pas partir forcément du fait que la personne ne voulait pas changer, mais on va aussi constater quelque part qu'il suffit d'une personne pour que la roue ne tourne plus. Voilà. Oui. Cette personne-là qui va un peu bloquer le système. Alors, effectivement, c'est un peu l'idée de la systémique, c'est que à la fois, on se rend compte que un système tout entier peut être bloqué par une personne, et pas forcément un chef. Ça peut être il peut y avoir un chef de projet qui, sur un gros programme, par exemple de 200 personnes, qui est responsable d'une équipe, qui est en charge, par exemple, des enablers, et qui, lui, va bloquer ou rester sur des cycles longs de développement, et qui peut bloquer tout le monde, qui peut vraiment nuire beaucoup au système. Et on peut, et à contrario, on peut aussi avoir en systémique le travail sur une personne, un élément clé du système, qui, si on arrive à le faire basculer, peut faire basculer tout le système. Donc, c'est cette dépendance en fait à des éléments individuels qui est assez intéressante à avoir en systémique. Ça peut tout bousculer, et en même temps, parfois, les éléments individuels sont bloqués par le système tout entier. Donc, si je devais prendre un exemple agile, ça peut être, si on veut éviter l'exemple du leader, ça peut être le développeur qui, lui, dans le changement qu'on a besoin de mettre en place, finalement, est notre élément bloqueur. C'est pas un décideur, ce n'est pas le tech lead, c'est pas le CEO. Et pourtant, parce que peut-être il n'a pas acheté ce changement, il ne s'est pas senti impliqué, ou qu'importe finalement les différents accès qui peuvent être présents, bah, il ne s'est pas senti emporté ou n'a pas voulu aller finalement dans cette direction-là. Je reviens sur un point aussi important. Tu as parlé du fait que ce n'était pas forcément un leader, mais on sait aussi que les leaders ont un impact quand même assez important dans le changement ou dans la transformation agile, ou tout simplement dans l'agilité. Et on va se retrouver avec des bons, des mauvais, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on approche aussi, qu'on va voir, ou par exemple, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors, beaucoup de choses par rapport au leadership. D'abord, en systémique, on considère que le changement, il part quand même d'en haut. C'est-à-dire que si en haut, vous avez des personnes qui veulent pas que ça change et qu'ils ont autorité dans une entreprise pour verrouiller, ça sera quasiment impossible de changer les choses. Alors, on peut tenter des trucs, mais ça sera très compliqué. Donc, en général, on essaie de remonter au niveau le plus élevé dans la hiérarchie, dans le système, pour pouvoir avoir un accord en fait de changement, de manière à pouvoir ensuite travailler en dessous. Le leadership, ensuite, bon, il y a plusieurs aspects en fait liés au leadership qui peuvent être apportés par les sciences cognitives. Est-ce que tu veux préciser la question par rapport à ça ou... Alors, on a parlé déjà d'un environnement où on était dans une personne qui bloquait un peu le système et que c'était un team member. Cette fois-ci, on peut avoir aussi un mauvais leader, qu'importe finalement le terme qu'on voudrait utiliser, qui va être un peu bloqueur de notre roue, ou qui va finalement avoir des attitudes qui vont créer finalement un chaos dans une équipe. C'est aussi quelque chose à adresser lorsqu'on est en train de faire notre transformation agile. Est-ce que c'est quelque chose, voilà, que tu peux voir, qui peut s'exprimer par des actions concrètes, et que les gens peuvent finalement, comment est-ce qu'ils peuvent réagir aussi face à ça? Oui. Alors, on a souvent le cas effectivement de managers, par exemple d'une petite équipe, qui refusent en fait de changer, qui considèrent qu'ils fonctionnent très bien, que tout va bien, qu'il n'y a pas de raison de changer, etc., et qui peuvent avoir des réactions un petit peu délicates. Il y a plusieurs cas de figure, il faut vraiment analyser en fonction du cas de figure. Mais une des caractéristiques souvent des transformations agiles, c'est que quand on veut pousser en fait un modèle de transformation, on veut pousser un modèle théorique qui a été construit par des consultants ou des coachs, par exemple, un petit peu en chambre, ou qui est basé sur des frameworks, des choses comme ça. Quand on veut trop pousser un modèle théorique, on se retrouve avec une résistance au changement, et le problème ne vient pas en fait de la personne qui résiste, mais plutôt de la croyance que ce modèle est le bon modèle. Donc déjà,
en systémique et de manière générale en biais cognitif, plus on va forcer quelqu'un, plus il va y avoir de résistance. Et donc, créer un cadre de liberté où on est capable finalement de laisser chacun, à un moment donné, construire le système agile, participer à sa fabrication, ou au moins choisir parmi les options, dès qu'on amène plus de liberté, on permet aussi d'éviter aux gens de rester bloqués dans des formes de stress, dans des formes de résistance et de rester bloqués dans leurs automatismes, en leur ouvrant la porte de plus de liberté, de respect, donc les rassurer aussi par rapport à l'avenir, de lutter contre les incertitudes. Tout ce qui permet d'amener ça peut aider aussi les managers à changer. Alors, un cas très concret que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, de managers aussi, si tu veux, qui peuvent être qui sont pas dans les postures de servant leader, qui sont pas du tout management 3.0, mais tu vois, plutôt management 1.0, donc avec le chef autoritaire qui va imposer les choses aux autres et très souvent, un manque de confiance en fait en ces équipes qui se traduit par un manque d'autonomie des équipes. Ça, c'est très clairement systémique. Si vous voulez que les gens soient autonomes, si vous voulez que les gens puissent se sentir vraiment libres, il faut leur faire confiance. Et ça veut dire qu'il faut accepter qu'ils fassent des erreurs. Et il faut accepter qu'ils puissent se tromper. Et on a parfois comme ça des managers qui sont dans le contrôle, qui veulent vérifier chaque correspondant, chaque mail envoyé au client, par exemple. Et du coup, comme ils ont ces techniques de contrôle, de survérification auprès des équipes, les équipes, comme elles se sentent, elles savent ce sera de toute façon vérifié par le chef. Et ben du coup, elles vont faire moins d'efforts par rapport à ça. Elles sont moins responsables. Elles sont aussi moins motivées parce que quand on a quelqu'un qui nous flique en permanence, c'est beaucoup moins motivant. Et du coup, elles vont avoir une attitude beaucoup plus comme ça passive et beaucoup plus comme ça attentiste. Et donc le travail qu'on fait avec les managers aussi, c'est d'effectuer un travail de coaching et de recadrage, c'est-à-dire de travailler avec eux la représentation qu'ils ont, leur vision du monde, pour pouvoir leur faire tenter de faire confiance aux équipes, de leur donner finalement plus de responsabilités, au moins d'essayer, de manière à voir concrètement qu'est-ce qui se produit derrière. Et donc pour eux, c'est un changement qui peut être parfois compliqué parce qu'ils sont dans les logiques de contrôle, donc ça leur fait faire un 180 degrés par rapport aux solutions qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Et ce genre de choses peut provoquer le changement, peut provoquer en fait vraiment un changement de comportement à travers les équipes qui vont à un moment donné se dire bah c'est bien, maintenant on est beaucoup plus, on est en lien direct, on est responsable, on va faire beaucoup plus attention dans notre communication, on va bien clarifier les points, faire attention de ne pas faire de fautes d'orthographe, bien, et s'assurer que ce qu'on prend comme engagement, on peut les tenir, parce que c'est nous qui nous en engageons. Alors, c'est un exemple, mais ça peut provoquer derrière le chef se rend compte que finalement ses équipes sont tout à fait capables d'être autonomes et d'être plus responsables. Et du coup, il est récompensé par cette expérimentation et il va changer son attitude. Alors, le changement, c'est un peu plus complexe que ça, mais ça participe à l'évolution de sa vision du monde et à un rapport émotionnel finalement à ses craintes et ses peurs. Et donc, ça fait partie des éléments qui permettent de provoquer le changement, d'accompagner le changement. Je pense que c'est un accompagnement qui est vraiment hyper important et qui devrait vraiment être mis en place dans la majorité des structures parce que l'une des problématiques auxquelles les Scrum Masters et les coachs agiles font face, c'est vraiment ce manager-là qui n'arrive pas, dans un certain sens, à faire confiance à son équipe ou qui se dit que s'il ne vérifie pas, s'il ne check pas, s'il n'est pas en contrôle, ben, ça va pas marcher. Et qui parfois même, lorsqu'il est accompagné et qu'il lâche un peu prise, ben, il est presque sûr, il laisse même pas la possibilité d'apprentissage à son équipe et au final il est vraiment dans cette boucle. Bah, tu as vu, regarde, ils ont déjà échoué, donc il est même pas dans le fait d'attendre de voir les résultats porter leurs fruits. Donc avec ce que tu as expliqué, je trouve que c'est vraiment important. Si on pouvait avoir ce type d'accompagnement là pour la majorité du management, ce serait vraiment top dans tout ce qui serait vraiment mise en place de l'agilité ou transformation à l'échelle. Après, chez le manager, tu as aussi, si tu veux, le travail sur sa capacité à basculer en mode adaptatif, dans un état d'esprit, si tu veux,
où il accepte d'être beaucoup plus dans la relativité, dans la nuance, dans la logique. Et si tu veux qu'il accepte qu'il puisse y avoir d'autres manières de faire qui soient également des bonnes manières de faire. Et cette croyance qu'il n'y a qu'une seule manière de faire, que c'est comme ça qu'on fait, tout ce qui est dans les certitudes, dans la routine, dans les automatismes, c'est quelque chose qui nuit à l'acceptation du changement et qui nuit aussi à ses compétences de relationnel. Et très souvent, les managers, quand ils ont des difficultés, quand c'est difficile avec leurs équipes, c'est parce qu'ils manquent de compétences relationnelles. Et donc, on peut aussi travailler là-dessus avec des exercices, avec de l'accompagnement et des outils de coaching. Alors, je vais faire un saut, parce que c'est ce qu'on vient de dire là m'a justement fait le lien avec un sujet qui est quand même pas mal évoqué au sein de la communauté. C'est le fait que les femmes ont du mal à trouver leur place, à trouver leur rôle, à trouver leur style de management, de leadership. Elles ont vraiment cette sensation-là que c'est un monde qui n'est pas ouvert pour eux. Est-ce que toi, tu as des idées de ces rapports-là, voilà, qui arrivent? Par exemple, est-ce que c'est une question de perception? Quand est-ce que ce n'est pas une question de perception? Qu'est-ce qui peut arriver? Quels sont les rapports finalement qui nous lient? Et comment on peut essayer de trouver une solution à comment aborder ces problématiques-là de je dois trouver ma place en tant que femme, ou je dois trouver ma place tout simplement dans les équipes auxquelles je fais face. Parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a quand même une bonne dose de patriarcat et de paternalisme, j'en parle en connaissance de cause, dans l'environnement. Donc, ce n'est pas complètement farfelu comme problématique. Non, mais on peut pas le nier. On peut pas nier ça, hein, et c'est une réalité. Hein. Il y a énormément de comme ça de comportements paternalistes comme tu décris, qui sont même parfois inconscients, qui ne sont même pas forcément assumés ou même réfléchis, qui voilà. Et donc après il peut y avoir plusieurs causes par rapport à ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est que en tant qu'être humain, il y a plein de choses dans l'environnement qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas changer, qu'il faut accepter telles qu'elles sont. Là, par contre, on a la main sur notre manière on peut travailler sur notre manière finalement d'appréhender cette réalité, de la filtrer, de la traduire, de la comprendre, de l'interpréter. Et on a aussi la capacité à maîtriser, à gérer son comportement, son attitude et aussi ses pensées, ses émotions. Et je pense que là encore, la capacité à pouvoir basculer en mode mental adaptatif, c'est-à-dire réussir à retrouver un peu de sérénité, d'ouverture d'esprit, de méta, de recul par rapport à ses émotions, par rapport à soi, et ça peut aider à se remettre dans une situation finalement où, quel que soit l'environnement extérieur, en tout cas en tant que personne, en tant qu'individu, on ne va pas renvoyer de signaux de faiblesse, de doute, de soumission, des choses comme ça qui peuvent, chez certains profils, être ressentis d'un point de vue non verbal et qui peuvent provoquer des réactions qui sont néfastes et qui sont perverses pour la relation. Donc, il y a ces éléments de maîtrise de soi, de contrôle de soi, et ça passe par aussi bien du travail de coaching par rapport à ça. Il y a plusieurs dimensions à analyser par rapport à cette problématique. Voilà, mais c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, hein, de manière générale, hein, parce que c'est pas un problème qui est uniquement féminin. Et moi, j'ai surtout vu des femmes leaders extrêmement charismatiques, extrêmement force de proposition. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre conscience que il y a des expériences qui montrent, par exemple, que on a fait des expériences auprès de petites filles à l'école, à qui on montre d'abord des images très stéréotypées de femmes qui font le ménage, par exemple. Et quand elles sont face à ces images-là, elles vont être plutôt dans des modes mentaux, finalement, où elles vont être beaucoup plus sensibles aux préjugés. C'est-à-dire que elles vont, par exemple, être moins bien performer sur des exercices de mathématiques, parce que dans notre société, en tout cas en France, il y a encore ce préjugé
que les filles sont moins bonnes en maths, ce qui est complètement faux d'un point de vue scientifique. Et à partir du moment où on leur présente finalement, par contre, des exemples de femmes qui réussissent très bien en maths, où on leur présente des exemples de personnes qui sont proches d'elles mais qui réussissent, ou au contraire, on arrive à les faire un petit peu, à leur faire retrouver un peu de sérénité, un peu de calme et de recul, eh bien, là, on va avoir finalement des résultats qui sont exactement les mêmes que les garçons. En fait, il n'y a pas de différence. Et c'est pareil pour les garçons. C'est-à-dire que les garçons, ils vont avoir des mauvaises notes, des plus mauvaises notes dans tout ce qui est littéraire, quand on leur met des préjugés comme ça, du mec en voiture, des trucs comme ça. Et donc, ce qui est vachement intéressant, c'est de voir que on a quand même des ressources en nous, de capacité à retrouver le calme, retrouver de la sérénité, pour finalement activer d'autres canaux en fait dans notre cerveau, qui nous permettent d'appréhender les situations avec beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de possibilités. Et c'est là qu'on va être capable finalement de beaucoup plus choisir en fait l'attitude et les stratégies qu'on souhaite avoir avec certains interlocuteurs, de manière à pouvoir gagner sur le long terme. Mais ça passe par la connaissance de soi aussi, et bien se connaître pour éviter de tomber dans ses propres biais, ses propres pièges, parce qu'on n'a pas tous les mêmes biais cognitifs, les mêmes biais en fait, la même vision du monde, la même manière de voir les choses. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis dans le fait de vraiment se connaître. Parfois, j'ai des collègues femmes qui viennent me dire oui, mais comment tu arrives finalement dans cet environnement-là où tu es la seule fille, la seule femme de l'équipe à finalement mener ta transformation d'équipe avec dans un environnement qui peut être très macho. Et je réponds souvent parce que je ne me présente pas en tant que femme. Je me présente en tant qu'humain venant leur apporter une transformation. Donc, je ne laisse pas la possibilité d'un biais parce que je ne te laisse pas la possibilité de me mettre dans cette case-là. Je me connais moi, j'identifie les biais où je vais tomber naturellement de par mon éducation et j'essaie de dire que là, tout de suite, je suis un expert. C'est tout ce que je suis. Je suis un expert qui vient apporter une solution. Donc, je ne réfléchis même pas à ce que tu pourrais être en train de penser que je devrais ou ne devrais pas faire. Donc, dès la seconde où je m'extrais de ta pensée, de ta réflexion, ça me permet, moi, de décider, comme tu l'as si bien dit, ma stratégie et de la mettre en place sans, je vais dire, parfois être polluée, on va dire ça, par d'autres points qui n'ont strictement rien à faire dans la situation en cours. Donc, je valide et je peux un peu l'expliquer par mon expérience à ce niveau-là. C'est intéressant parce que si tu veux, ce qui se passe dans la tête de l'autre, on n'en a aucune idée. Et c'est même parfois incompréhensible pour lui-même. Et les gens ont leurs propres complexes, chacun a ses complexes. Et c'est marrant comme on a l'impression que nos complexes sont officiels, c'est une espèce comme si c'était vrai et visible de tous. Alors que, et ça, parfois, ça arrive quand on discute avec des gens, ils vont vous dire ah mais moi je manque de confiance en moi ou je suis trop gentil alors qu'ils paraissent pas, ou alors ils vont dire ah moi je me trouve moche alors que c'est pas vrai. Enfin, et tout ça c'est tellement subjectif, il y a tellement de points de vue différents que voilà. Alors après il faut pas nier qu'il y a du racisme, qu'il y a du sexisme, qu'il y a que quand on est plus âgé c'est difficile, que certains handicaps sont extrêmement effectivement pénalisants parce que oui, il y a aussi le regard des autres, il y a aussi effectivement des attitudes, des comportements en face qui sont néfastes, mais on n'est pas obligé d'être victime de ça, on n'est pas obligé finalement de donner de la réalité à travers notre comportement à cette attitude-là. Et c'est aussi ça la systémique, c'est de prendre conscience de sa responsabilité aussi dans son positionnement, dans son attitude, dans son comportement, de manière à pas donner du grain à moudre à celui qui voudrait profiter des faiblesses apparentes pour pouvoir avoir une emprise. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a aussi il y a des gens qui ont des profils particuliers qui sont dans des attitudes comme ça dominatrices, et ça ce sont des comportements donc qui sont très proches finalement enfin l'excès, c'est de la perversion tout simplement. On parle de pervers narcissique un petit peu dans la presse classique, mais ce qui est important de comprendre, c'est que face à quelqu'un qui est dans des attitudes comme ça, d'humiliation, de culpabilisation, de chantage affectif,
de menace, ou même de séduction un petit peu trop, on va dire, flagonnerie, d'en rajouter un petit peu trop, face à des gens qui sont dans cette attitude-là. Il faut savoir que c'est une attitude qui est ponctuelle et que pour répondre à ça, il faut rester le plus neutre possible d'un point de vue non verbal, avoir une voix neutre, rester droit, faire des phrases courtes, ne pas se justifier et finalement rester très factuel. Rappeler un petit peu non, ce n'est pas possible. Rappeler un peu la loi ou l'ordre, quelque chose qui dépasse, de manière à casser cette relation qui est une relation qui est perverse dans le sens où le pervers, ce qu'il veut, c'est provoquer des émotions chez l'autre, de manière à avoir une emprise et le manipuler, le dominer. Et vous êtes responsable de ce que vous renvoyez comme attitude, et vous n'êtes pas obligé de rentrer dans ce jeu pervers et d'avoir une petite voix, oh, pardon, oui, oui, non, mais j'ai pas fait exprès, mais je suis en retard, mais c'est parce qu'il y a là tout de suite, vous faites, c'est fini, quoi. Donc, il y a énormément de ces profils-là en entreprise et souvent on confond cette attitude avec du leadership parce que ça va avec du charisme, de l'excès de confiance en soi et des gens qui ont tendance à être très forts, très, on va dire, dans le sens fort, dans le sens un peu mentalement, qui doutent de rien. Mais qui sont énormément valorisés en entreprise, malheureusement. Donc, on a beaucoup de managers comme ça, petits chefs, qui sont dans cette logique-là, ou à contrario, des gens à qui on donne pas de pouvoir, mais qui voudraient le pouvoir pour le pouvoir, et qui sont frustrés par rapport à ça, et qui vont être d'autant plus menaçants, culpabilisants ou agressifs comme ça avec les autres. Et donc, face à ce genre de comportement, rester neutre, ne pas rentrer là-dedans, ne pas se culpabiliser. On est à l'écoute de ses émotions. Si on sent qu'on culpabilise, on essaye de dire attends, il n'y a pas de raison, et on évite aussi peut-être de trop donner finalement du poids à ces gens-là, et comme ça on va casser cette mécanique systémique relationnelle de domination soumission, et à ce moment-là on est capable finalement de sortir du cercle vicieux et d'avoir avec ces gens-là des relations qui peuvent être tout à fait saines et cordiales quand on est sur un autre mode de communication. C'est clairement ce que... alors, tu n'as peut-être pas vu mes yeux pendant que tu étais en train de parler, mais je prenais des notes très actives parce que lorsqu'on est un agent de changement, on est quelqu'un qui essaie de pousser le changement, il y a de la manipulation. Il y a de la manipulation dans les comportements. J'essaye de te mettre de mon... Il y a un côté, en fait, tu es de mon côté, tu n'es pas de mon côté, etc. Et tout ce que tu viens de donner, en fait, comme exemple, permet finalement de se recentrer et de pouvoir vraiment travailler dans cet environnement de manipulation finalement qui arrive, et je suppose que ce n'est pas que dans les environnements de transformation qu'on va retrouver cela. Alors, on arrive à la fin de notre séance, de notre interview. Est-ce que tu as un mot de la fin concernant vraiment la systémique, les sciences cognitives et la transformation agile, l'agilité à l'échelle, quelque chose que tu aimerais bien qui pourrait nous aider finalement, ou même nous conseiller quelque chose à lire qui va nous aider un peu dans les efforts qu'on va faire? Moi, ce qui me vient en tête, en fait, c'est par rapport à ce que tu viens de dire là sur la manipulation. La manipulation, on est toujours en manipulation de l'autre. C'est vu de manière péjorative, mais en fait, chaque communication est une forme de manipulation. Ce qui est important de distinguer, c'est vers où l'autre veut vous amener. Quel est son objectif? Quel est son enjeu? Si vous manipulez pour aider quelqu'un et qui vous a fait la demande d'être aidé, c'est très important, là c'est quelque chose d'une manipulation qui peut être tout à fait positive. Le problème de la manipulation d'un point de vue pervers, c'est que c'est du pouvoir pour le pouvoir. C'est de la manipulation pour avoir une emprise sur l'autre et pouvoir exercer en fait du plaisir à agir sur l'autre. Donc c'est quelque chose vraiment à distinguer. Il y a plein de leaders extrêmement charismatiques qui emmènent les gens, qui ont ces capacités à fédérer, à donner de la vision, etc., qui sont d'excellents leaders. Et c'est vers ça qu'on veut amener les managers. Voilà, d'un point de vue systémique, moi, pour les agents du changement, je pense que c'est intéressant de se comprendre soi-même, être aussi dans des équipes pluridisciplinaires de coach ou de pouvoir collaborer, communiquer avec d'autres pour avoir des points de vue différents et s'enrichir de tout ça. Et je dirais faire attention à
à sa propre volonté de changer l'autre. Il faut accepter que quelqu'un qui ne veut pas changer ne changera pas. Et il faut accepter de ses limites aussi en tant que coach, en tant que Scrum Master ou autre. Si quelqu'un n'a pas envie de changer, il ne faut pas le forcer, on va pas le forcer à changer. On travaille avec des gens qui ont envie. On peut et plus vous allez accepter aussi vos limites en termes de capacité à changer les autres, plus vous allez avoir de moyens mis à disposition, plus vous allez avoir de force pour le faire. Et c'est parfois en acceptant de ne pas changer quelqu'un qu'on arrive à lui permettre de changer. Je suis entièrement d'accord et je vais prendre grande note de tout ce que tu viens de dire. Merci Julien d'avoir accepté cette interview. Le sujet est passionnant. Je pense qu'on aurait pu continuer comme ça parce qu'il y a encore des choses que j'aimerais apprendre. J'espère que vous, les personnes qui avez regardé cette interview, ça vous a passionné autant que moi d'écouter et de prendre autant de conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer ou à les mettre en commentaire. Donc, je vous dis à bientôt et à une prochaine pour une autre interview. Merci Julien et au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir.